On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Anne Hiva, reporter de Guerre Indépendante. Bonjour Anne. Oui, bonjour Raphaël. De retour, ça fait plusieurs semaines maintenant, de Russie. Vous avez couvert la guerre après l'avoir couverte côté ukrainien, toujours pour l'hebdomadaire Le Point. Et puis Gauthier Ribinski de la rédaction de France 24. Bonjour Gauthier. Raphaël, bonsoir Anne. Et dans un instant, nous parlerons notamment de ces sujets d'actualité. Jusqu'où armer l'Ukraine? Olaf Scholz dit non aux avions de combat, alors que la France et l'Australie vont fournir à Kiev des obus fabriqués en commun. L'annonce est tombée aujourd'hui. Et puis la médiation américaine au Proche-Orient en pleine escalade de violence. Anthony Blinken est de passage dans la région. À Jérusalem, il plaide pour l'apaisement côté de Benyamin Netanyahou avant de rencontrer à Ramallah demain le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. C'est tout de suite, on va plus loin. Et le débat continue au sein de l'Europe sur l'aide militaire à apporter à l'Ukraine. Après les chars de combat, l'Allemagne refuse d'aller plus loin. Berlin ne fournira pas d'avions de combat comme le réclame Kiev. Alors qu'après Soledar, un nouveau front fait l'objet d'affirmations contradictoires de part et d'autre. Emmanuel Chaz, vous qui êtes à Kiev pour France 24, voilà que l'Ukraine dément les affirmations faisant état côté russe d'une avancée dans la ville de Vuhledar. Emmanuel Chaz, vous nous entendez? Emmanuel Chaz, vous êtes avec nous? Oui, je vous entends, Raphaël. Bonjour. Oui, bonjour. Les autorités ukrainiennes donc démentent les affirmations qui, côté russe, font état d'une avancée, notamment la prise de la ville de Vuhledar. Oui, tout à fait. Alors c'est un schéma qu'on a finalement vu de façon assez typique à l'Est où les combats font rage. Souvent, on va voir certaines avancées de l'armée russe dans des petits villages, mais les combats continuent. En général, il y a des poches de combats extrêmement violents qui continuent pendant des semaines, pendant des mois. On l'a vu à Soledar que les Ukrainiens ont fini par quitter, mais ils ont quitté Soledar finalement des semaines après que la Russie est annoncé avoir conquis la ville. Je pense qu'on est dans un schéma un peu similaire pour Vuhledar. Il y a des combats extrêmement violents. Les pertes des deux côtés dans l'armée ukrainienne et dans l'armée russe sont immenses, mais les combats continuent. Donc c'est une stratégie peut-être de désinformation de la part de l'appareil médiatique russe, à la fois pour saper le moral des troupes ukrainiennes, pour booster le moral de ses propres troupes et évidemment dans un but de propagande auprès du public russe. Oui, Evgeny Prigojine aussi, le patron du groupe Wagner, revendique de son côté des avancées comme la prise de Blaoudatné, toujours dans cette région de Donetsk. Anne, on en pense quoi côté russe justement de ces sorties régulières du patron de Wagner? Ah bah ça pose problème, ça pose un gros problème parce que c'est justement la guerre, finalement cette guerre en Ukraine qui a créé littéralement ex nihilo un concurrent dangereux pour le pouvoir, c'est-à-dire M. Prigojine. Puisque ce qui est nouveau, c'est que d'abord, il avait nié avoir créé cette milice, Wagner, alors qu'elle existait déjà et qu'elle est active en Afrique. Ensuite, il l'a accepté. Et puis aujourd'hui, il critique, il va jusqu'à critiquer l'armée, c'est-à-dire le ministère de la Défense en Russie, qui est pourtant normalement la seule source autorisée à parler en Russie. Alors on se demande pourquoi Vladimir Poutine le laisse critiquer, mais Vladimir Poutine n'a pas pour habitude de disons, laisser s'exprimer son désaccord comme ça quand il y en a. En revanche, il agit. Et en fait, il a promu le chef d'état-major, Gerasimov, voilà, qui est un ennemi de Prigojine. Ça veut dire que c'est en fait la réponse de Vladimir Poutine à la montée, disons, de Prigojine dans les élites russes. Parce que les élites russes ont peur de Prigojine aujourd'hui. Ça, c'est très important. Elles en ont peur. Ce qui est un signe qu'il rôde autour du pouvoir. Une pression, en tout cas, sur l'armée russe, peut-être, Gauthier, pour annoncer des victoires qu'elle n'a pas forcément scellées? Oui, c'est vrai qu'en plus de ça, quand Wagner annonce des victoires qui ont été impossibles à réaliser par l'armée russe, ça la fout mal pour les militaires. Hein. C'est vrai. Une grosse concurrence. Voilà. Et puis il y a surtout l'idée que... Alors vous savez, Gerasimov, il y avait une chose qui l'avait distingué parmi d'autres, c'est que quand il était en Tchétchénie, il avait fait juger un soldat russe qui s'était rendu coupable, je crois, de viol, si ma mémoire est bonne. Bon. Eh bien, ça lui avait... C'était à son crédit. On disait, au fond, Gerasimov n'est pas une brute, c'est pas une bête. Alors, c'est à vérifier encore aujourd'hui. Mais si vous voulez, il a encore cette image du militaire relativement intègre. Et ça joue effectivement, comme disait Anne, dans cette lutte d'influence et au final de pouvoir contre Prigojine.
Emmanuel Chasse, de là où vous vous trouvez, on a des éléments d'ailleurs sur l'état exact de ces forces Wagner. On les identifie bien côté ukrainien? Alors oui, on sait que ces forces Wagner sont très présentes autour de Barmout. Je parlais de Soledar, elles y étaient également. On a parlé de Vuhledar. Là également, des troupes de Wagner sont présentes. En revanche, ce qui se dit également, c'est que ces troupes sont épuisées, sont au bout de leurs forces et de leurs moyens également. Il y a eu beaucoup de pertes humaines et de pertes matérielles également. Et ce qui se dit, c'est qu'il y a énormément de jeunes mobilisés, de soldats russes fraîchement mobilisés dans cette vague qu'on a vue il y a quelques mois, qui sont donc finalement jetés dans le combat en lieu et place de mercenaires qui, eux, sont plus expérimentés pour ce genre de combat. On va voir justement les images qui nous parviennent du front avec Maya Anaïs-Yatagen. Plus une seconde à perdre. Ce soldat ukrainien a marché sur une mine. Ses vêtements sont encore parsemés d'éclats d'obus. Des camarades lui ont fait un garrot de fortune, mais c'est dans ce centre à proximité de la ligne de front que son avenir se joue. Les blessures les plus courantes sont dues aux armes à fragmentation, aux mines et à l'artillerie. Il y a très peu de blessures par balle, car les deux camps se tirent dessus depuis des positions très éloignées. Oui, j'arrive. Le flux de blessés graves est ininterrompu. J'ai déjà vu la guerre en 2014-2015, mais cette fois-ci, l'activité est plus intense. 10, 20 ou 30 fois plus intense. Depuis quelques mois, on travaille comme si on était à l'usine. Les militaires ne sont pas les seuls touchés par les forces du Kremlin. À Kherson, ce sont des blessés civils qui sont évacués des décombres après la frappe russe de dimanche. En plus de cet immeuble résidentiel, un hôpital et une école ont été bombardés. Alors le président ukrainien presse ses alliés européens, comme la première ministre danoise ici à Mykolaiv. Zelensky demande plus d'armes, plus vite. Et après avoir arraché un feu vert allemand pour recevoir des chars Léopard, l'Ukraine espère obtenir des avions de combat. Mais à nouveau, le chancelier Scholz fait barrage pour éviter, dit-il, toute escalade avec la Russie. Il s'agit de soutenir l'Ukraine, d'avoir un débat sérieux pour prendre les décisions qui s'imposent. Et il ne devrait pas s'agir d'une compétition pour savoir qui envoie le plus d'armes. L'OTAN a quant à elle décidé de se tourner vers la Corée du Sud, le 8e exportateur d'armes de la planète. Son secrétaire général, Jens Stoltenberg, a demandé à Séoul de réviser sa politique qui consiste à ne pas fournir d'armes aux pays en guerre. Après l'Allemagne, qui revient sur son pacifisme d'après-guerre, voilà qu'on demande à la Corée du Sud de réviser sa politique pour qu'elle puisse à son tour donc participer à l'effort de guerre en Ukraine. Est-ce qu'il n'y a pas là un emballement, Gauthier, y compris en entraînant des régions entières dans une guerre qui n'est pas la leur? Si ce n'était pas cette guerre, je vous dirais vous avez raison. Cette guerre-là, c'est quelque chose d'ailleurs que beaucoup ont du mal à comprendre, y compris dans des milieux relativement éduqués. C'est qu'elle touche beaucoup plus qu'à l'Ukraine, qu'à l'Europe. Elle touche même à la nature dont on considère et dont on admet que l'être humain puisse être considéré. C'est-à-dire que la façon dont Vladimir Poutine traite et considère les Ukrainiens est quelque chose qui nous renvoie immanquablement à ce qui s'est passé il y a à peu près 80 ans sur la manière dont on peut traiter des ethnies dites faibles ou dites inférieures. Mais comme je vois que je ne vous convainc pas, je vais essayer une deuxième chose. Deuxième chose, c'est que qu'a fait Vladimir Poutine, directement ou indirectement? Ruiner son économie, bouleverser celle du monde, et là-dedans, il y a des risques. Le risque, par exemple, en Russie, c'est un risque à terme de troubles parce que, justement, telle ou telle région se dira « si le pouvoir est faible, j'ai ma carte à jouer ». Dans le monde, c'est un peu la même chose. Ce que les vagues que génère cette situation et cette guerre russe en Ukraine provoque des tels déséquilibres qu'il peut y avoir effectivement quelque chose de magistral en masse. C'est-à-dire que même si on met de côté les arguments moraux, les arguments humains, même si on s'adresse à quelqu'un qui n'a qu'en tête le business, il faut qu'il comprenne que ce business est menacé par quelqu'un comme Poutine qui n'est pas fiable. Et donc, j'en terminerai là, et donc ça veut dire que l'action qui conduirait, par exemple, à mobiliser, bon, là c'est la Corée du Sud, pardon, mais si on mobilise la Chine en disant à la Chine, vous voyez, vous n'avez pas intérêt à suivre ce type-là parce qu'à un moment ou un autre, il va vous claquer entre les doigts.
eh bien, avec d'autres pays, c'est démontrer aussi que la posture de Poutine est une posture impossible à suivre, y compris quand on en veut simplement aux monnaies et aux trébuchantes et sonnantes. Voilà, c'est ça. Et donc ça n'est pas complètement un hasard qu'on s'adresse à tous ces pays-là. Sans doute, vous avez raison, peut-être que la Corée du Sud, encore, n'a pas l'intérêt ou ne voit pas la dimension planétaire de ce conflit. Mais si on met une sorte de barrière, j'allais dire presque pragmatique, de réel politique face à Poutine, il y a peut-être une chance que ça marche. Se faire entraîner dans ce conflit, en tout cas, c'est la crainte agitée par Olaf Scholz, celle d'un conflit entre l'OTAN et la Russie. C'est ce qu'a dit le chancelier allemand lors d'un passage au Chili. Écoutez. Nous avons contribué à ce qu'il n'y ait pas d'escalade dans ce conflit, car cela aurait des conséquences très graves pour le monde entier. Cela conduirait, par exemple, à une guerre entre la Russie et les pays de l'OTAN. Cela n'arrivera pas, nous ferons tout pour l'empêcher. Nous avons réussi jusqu'à présent et nous continuerons de le faire. Vous comprenez, Anne, cette distinction faite par Scholz, livrer des avions de combat ou des missiles longue portée, ce serait faire entrer l'OTAN dans la guerre contre la Russie. Contrairement aux chars, d'une certaine manière, on fait la nuance côté russe? Alors, moi, j'essaye de comprendre, effectivement, d'observer comment les Russes comprennent tout cela. Et effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Gauthier, les Russes et les régions russes, aujourd'hui, la population russe ne ressent pas du tout encore, Gauthier, peut-être ça sera le cas plus tard, une faiblesse du pouvoir russe et de Vladimir Poutine. Ça n'est pas du tout encore le cas. Et du point de vue occidental, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a, du point de vue de l'Allemagne, c'est très intéressant, on vient d'entendre la déclaration d'Olaf Scholz, mais on a concomitamment la ministre des Affaires étrangères allemande, Madame Baerbock, qui dit « nous sommes en train de faire la guerre à la Russie ». Donc il y a des dissensions, qui sont des dissensions purement peut-être de rhétorique, mais en tout cas, elles brouillent le message. Elles brouillent le message et du côté russe, bien évidemment, le Kremlin en a toujours profité de ces dissensions européennes, il les souhaite même pour pouvoir s'engouffrer dans la brèche et pour pouvoir continuer sa propagande, faire croire à son pays qu'il est en train de gagner sa guerre. Et je ne sais pas s'il est en train de le faire croire, parce qu'il le croit lui-même, si vous voulez. Pour le Kremlin, livrer des avions, ce serait la co-belligérance et non pas avec les chars? Ça n'est pas à moi de répondre. Ça sera justement, la réponse, on la verra, elle viendra du Kremlin. Oui. Pour le moment, on ne peut pas. C'est ce que semble dire Olaf Scholz. Faire des supputations. Oui, mais c'est-à-dire, si vous voulez, tous ces freins d'Olaf Scholz et d'autres, parce qu'il n'est pas le seul, et l'effet inverse d'autres pays, la Pologne, les pays baltes, qui vont dans le sens inverse, montrent bien que personne ne sait, finalement, justement, ce que la Russie conçoit comme étant l'ultime ligne rouge. On peut que se fier quand même à la doctrine militaire russe qui dit qu'elle est prête à utiliser tout, y compris l'arme nucléaire, si l'existence même de son État était mise en danger. Ça n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est prêter en tout cas un pouvoir d'interprétation à Vladimir Poutine que vous lui déniez d'une certaine manière, Gauthier. Ah non, il interprète ce qu'il veut interpréter, mais deux choses. On risque effectivement un certain nombre, il y a des menaces, c'est clair. La menace, vous venez de la dire, c'est la menace du nucléaire. Ce qui est certain, c'est que s'il n'y a pas un moyen de pression, et rapidement, parce que là c'est une question de temps, rapide, ce que je disais tout à l'heure, je ne disais pas que la Russie était faible aujourd'hui, ni qu'elle était perçue, mais que si on voulait qu'il y ait quelque chose qui bouge, il ne fallait pas s'éterniser. Et c'est ce que disent les Ukrainiens. Mais l'Europe ne dit rien. L'Europe ne dit rien, ne dit toujours rien. On est bien d'accord. Voilà, c'est ça la réalité. Et là, le risque qui est avéré à 100%, c'est que Poutine progresse. Et qu'à chaque fois qu'il aura l'occasion de dire, vous voyez bien, je vous l'avais dit, ces Européens sont des lavettes, en gros, c'est ça, eh bien on peut avancer. Malheureusement, oui, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense en tout cas, ça c'est certain. Et en termes d'ordre international, vous verrez tous les aspirants, les petits Poutines en quelque sorte, qui diront « Ah ben, il ne s'est rien passé pour lui, on va y aller, nous aussi on va grappiller quelques territoires et massacrer quelques populations dites inférieures. » Donc vous voyez, il y a toujours un risque, sauf que dans un cas, il y en a un qui est quasiment certain. En tout cas, on attend de nos dirigeants européens qu'ils soient responsables et qu'ils réagissent. Oui. Lorsque la première ministre danoise, Mette Frederiksen, se rend avec Volodymyr Zelensky à Mykolaiv, c'est-à-dire pas loin finalement de Kherson. C'est une région à risque quand même. Oui, enfin j'étais à Kherson, à Mykolaiv il y a quelques mois. C'est effectivement pas loin, mais aujourd'hui Kherson a été récupéré par les Ukrainiens. Donc la situation est beaucoup moins dangereuse à Mykolaiv aujourd'hui, c'est ce que me disent toutes mes sources, que ce qu'elle a été. Donc, mais c'est symbolique. Et bien sûr c'est tout à fait bien qu'elle aille dans cette ville plutôt qu'à Kiev. De toute façon,
on voit bien aussi, il y a une interprétation politique, il y a une analyse à avoir de qui va en Ukraine et de qui n'y va pas, et de qui y va le plus. Je pense à Boris Johnson, que l'on surnomme, ce sont mes amis ukrainiens qui me l'ont dit, Johnson-Yuk, c'est-à-dire avec ce suffixe Yuk qui montre que presque qu'il serait devenu ukrainien, si vous voulez. Donc, qui d'ailleurs, Vladimir Poutine aurait promis une destruction en 1 minute du Royaume-Uni, si l'on en croit un documentaire de la BBC. Absolument. Et c'est répété à l'envi par les chaînes de télévision d'État tous les soirs dans les débats télévisés, bien sûr. Les chaînes en Russie, elles font le show. Il n'y a pas que les Occidentaux qui savent faire de la télévision. Les Russes en font aussi et ils utilisent cette propagande pour pouvoir faire leur show. Donc ce genre de propos est tenu malheureusement tous les jours. Autre sujet, comment briser l'engrenage de la violence au Proche-Orient. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en visite sur place. Après Israël aujourd'hui, il rencontrera demain Mahmoud Abbas à Ramallah. Retour sur cette journée en images avec Maya Anaïs Yatagen. Calmer les tensions à tout prix, c'est la mission d'Anthony Blinken et ce dès son arrivée à Tel Aviv. Il en va de la responsabilité de chacun de prendre des mesures pour apaiser les tensions plutôt que de les attiser, pour que les gens n'aient plus peur dans leur communauté, dans leur maison ou dans leur lieu de culte. C'est la seule façon de mettre un terme à la vague de violence qui a coûté trop de vies israéliennes et trop de vies palestiniennes. La rencontre entre Blinken et Netanyahou était prévue de longue date, mais elle intervient en pleine flambée de violence. Quelques heures à peine avant la visite américaine, les forces israéliennes ont tué un Palestinien au volant d'une voiture à Hébron. Vendredi, un Palestinien a tué 7 personnes près d'une synagogue à Jérusalem-Est, au lendemain du raid israélien le plus meurtrier depuis des années en Cisjordanie. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou, le plus à droite de l'histoire, a pris des mesures pour sanctionner les proches des auteurs d'attentats. Mais le Premier ministre israélien laisse entendre qu'une paix reste atteignable. Élargir le cercle de la paix en travaillant à la résolution du conflit arabo-israélien aiderait à trouver une solution viable avec nos voisins palestiniens. Le secrétaire d'État américain a également rencontré le président israélien Herzog. Après le Caire et Jérusalem, Anthony Blinken se rendra à Ramallah, en Cisjordanie, pour y rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Ce qui est beaucoup commenté dans la réaction israélienne, c'est la décision de mettre sous scellé, en vue de les détruire, les habitations des familles des 2 Palestiniens. L'un auteur de l'attentat contre la synagogue qui a fait 7 morts vendredi, l'autre qui lui n'a pas tué mais blessé 2 Israéliens samedi, toujours à Jérusalem-Est. Claire Duhamel, vous qui êtes sur place pour France 24. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou promettait des réponses fortes. Elles sont en train d'être mises en œuvre. Hier, la maison de l'assaillant de vendredi a été mise sous scellé et elle devrait être détruite prochainement. Et puis, vous le disiez, ce qui fait parler, c'est aussi la volonté israélienne de détruire la maison de l'assaillant de samedi. Celui-là a blessé 2 personnes, un père et son fils, mais ils ne sont pas décédés. Et il n'est pas courant qu'Israël détruise également les maisons des assaillants qui blessent mais ne tue pas de victimes israéliennes. Pour Israël, ces mesures servent à dissuader de futurs potentiels assaillants. Ce sont des mesures dissuasives, mais selon plusieurs ONG de défense des droits de l'homme, il s'agirait là d'un châtiment collectif. Et puis il y a d'autres annonces voulues par le gouvernement de Netanyahou. D'abord, révoquer le droit de sécurité sociale des familles des assaillants qui font des attaques contre des civils israéliens. Révoquer aussi le droit de citoyenneté israélienne ou le droit de résidence pour ceux qui vivent en Israël ou à Jérusalem-Est. Netanyahou promet aussi de faciliter l'accès au permis de port d'armes pour les civils israéliens. C'est aussi ce que demandait le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, tout de suite après l'attaque vendredi dernier. Mais il faut tout de même préciser que cela est un peu contradictoire avec des précédentes déclarations de Netanyahou, puisque juste après l'attaque vendredi, il appelait les Israéliens à ne pas se faire justice eux-mêmes. Anne, punir les familles, parce que là, effectivement, il s'agit de sanctions collectives, finalement, qui sont infligées à des familles d'auteurs de ces actes. Que penser de cette sanction, en fait? Est-ce qu'Israël prend une responsabilité lorsqu'il s'agit là, non plus d'ailleurs seulement d'un meurtrier, mais de quelqu'un qui a blessé, en l'occurrence, des Israéliens? Donc on n'est plus sur cette doctrine de faire payer aux familles de meurtriers, mais également, cette fois-ci, aux familles de personnes qui blessent des Israéliens.
Moi, je ne sais pas que vous répondre. Ce n'est pas à moi de juger, mais je suis absolument dévastée par ce qui se passe récemment dans les territoires et en Israël. Et je pense que tant qu'il y aura de l'occupation, il y aura de la violence. Et qu'on est dans une spirale absolument mortifère. Le voyage de l'Américain Blinken arrive à un mauvais moment. Finalement, c'est une mauvaise coïncidence. Personne ne savait, quand ce voyage a été établi, que ça allait être au moment après ce qui vient de se passer. Mais là, je crois que pour la diplomatie entre Israël et les États-Unis, ça va être compliqué. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse d'observer. La politique intérieure israélienne, avec le nouveau gouvernement, évidemment, d'extrême droite, et inévitablement ne peut mener qu'à ce qu'on est en train de voir. Deux choses que Thierry Binsky. D'abord, cet emballement était-il inscrit dans, d'une certaine manière, les gènes de ce gouvernement, c'est-à-dire cette décision de former une coalition extrêmement à droite avec des personnalités comme Itamar Ben-Gvir qui revendique la souveraineté sur l'ensemble de la Cisjordanie et qui n'hésite pas, comme il l'a fait, à se rendre sur l'esplanade des mosquées au risque d'un embrasement. Et puis également cette visite d'Anthony Blinken. Est-ce qu'elle arrive au mauvais moment parce que les États-Unis finalement n'ont que des coups à prendre, ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas là peut-être une des rares possibilités de médiation dans la région avec celle de l'Égypte où s'est rendu Blinken hier? Alors sur la première question, vous avez dit cette violence est congénitale en quelque sorte à ce gouvernement. Bon. Enfin non, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'elle était inscrite dans ce qu'on pouvait prédire finalement de la formation de ce gouvernement? Mais pour commencer à répondre à cette question et à celle que vous avez posée à Anne, je ne croyais pas un jour devoir dire que l'attitude même philosophique du gouvernement israélien est scandaleuse. Qu'est-ce que ça veut dire de s'en prendre? C'est au fond de s'en prendre à un membre de la famille, c'est si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Ça, c'est la caractéristique. C'est pas nouveau. Enfin, je veux dire. Non, bien sûr que c'est pas nouveau. C'est une doctrine qui est mise en place par l'ensemble des gouvernements israéliens déjà depuis de nombreuses années, puisque l'alternance n'a pas changé cette politique. C'était le début de ma réponse pour répondre à votre question. Non, je veux dire qu'il faut bien préciser cette chose. Dire, j'assigne une famille aux actes de l'un d'entre eux, quel que soit cet acte. Effectivement, ça peut être horrible, mais c'est une manière de renoncer à l'état de droit et à la philosophie de l'individu. On juge un individu, ou alors on juge une organisation terroriste ou criminelle. Ça a été le cas à Nuremberg, on a jugé le parti nazi. Mais là, si vous voulez, il y a quelque chose qui est complètement contraire à une morale humaine, et vous avez raison, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais disons que là, ça tombe comme à point nommé pour ce gouvernement, dont on n'arrive pas à savoir, notamment en ce qui concerne l'extrême droite, si le but de la manœuvre n'est pas de renverser le plus vite possible un Netanyahou, à supposer que ça soit faisable, pour précisément, finalement, créer une forme, alors je ne sais pas si on pourrait l'appeler non, ça ne serait pas une dictature, mais ça serait quelque chose de l'ordre, d'abord un début de théocratie, très probablement, et puis la main forte. Deuxième question que vous avez posée, la visite d'Anthony Blinken. Est-ce que les États-Unis ont des coups à prendre ? Pas forcément des coups à prendre, mais des couleuvres à avaler. Parce qu'au fond, les États-Unis ont besoin de deux choses en ce moment. C'est qu'Israël soit coopératif sur la question ukrainienne et notamment sur la possibilité... Mais ils ne le sont pas pour le moment. Ils ne le sont toujours pas. Mais la position d'Israël vis-à-vis de l'Ukraine reste très ambiguë. Oui, sauf que... Donc bon courage à Anthony Blinken. Oui, mais ça commence à bouger parce que l'ambassadeur d'Israël en Ukraine a fait savoir que les choses se passaient mieux. Bon, on va voir. Mais en tout cas, ça veut dire pour les armes américaines qui sont stationnées en territoire israélien et qui seraient destinées à l'Ukraine, les Américains auront besoin du concours. Et deuxième chose, pour l'Iran, pour cet accord nucléaire dont les Américains aimeraient bien qu'il voit encore un peu le jour, à supposer que les Iraniens finalement... Les Iraniens bougent toujours, ils le voient toujours, mais dans un domaine délimité. Et il y a peut-être aux yeux des Américains quelque chose à jouer, et là aussi, il ne faudrait pas que Netanyahou soit intransigeant. Donc c'est là, si vous voulez, en échange de quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que Blinken dise à Netanyahou, vos affaires internes, avec votre extrême droite abominable qui crie mort aux Arabes, on vous laissera. Mais est-ce que justement Benyamin Netanyahou n'a pas précisément opéré un rapprochement avec Vladimir Poutine pour se donner peut-être de l'oxygène ou d'autres options à
Anne Niva. Alors, rapprochement avec Vladimir Poutine, c'est quand même pas, on va pas jusque-là. Mais Vladimir Poutine l'a félicité de sa reconduction au poste de Premier ministre. Ils ont une relation personnelle qui existe. Donc, de là à dire qu'il y a un réalignement sur Moscou, je ne sais pas. Mais n'oublions jamais, moi j'ai quand même été très impressionné quand j'ai visité Israël, le poids de la population d'origine russe. Il est gigantesque. Moi, je parle russe, je ne parle aucune autre langue de la région. J'ai parlé russe du matin au soir, sans aucun problème. Donc, ça ne peut pas ne pas influencer la politique que mène Benyamin Netanyahou. Et on peut quand même se demander si cette histoire de drone en Iran, parce qu'il s'agit d'un drone du Mossad, maintenant ça nous a été expliqué quand même. Bombardé donc le site d'Ispahan. Enfin, voilà, un site militaire de munitions à Ispahan. Les États-Unis, Washington, étaient-ils au courant? En tout cas, c'est pas sûr, mais si Washington n'était pas au courant, ça augure assez mal du voyage des autorités, des représentants américains aujourd'hui. En tout cas, ils sont quand même dans une impasse. On est dans une impasse de nouveau. Pour montrer la proximité nouvelle peut-être entre le pouvoir israélien et Moscou, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, n'a pas manqué presque de proposer une mission de bons offices. En appelant toutes les parties au calme, on a presque le sentiment que la Russie proposerait une médiation dans cette affaire. Oui, enfin, il n'a pas été jusque-là, mais effectivement, c'est tout à fait ce que la Russie désirerait. Donc, ça ne m'étonne pas de M. La Russie cherche une reconnaissance dans cette région, peut-être? Mais bien sûr. Oui, ça évidemment. Et puis alors en plus, avec toutes les, pardonnez-moi le terme, les bêtises, je pense à autre chose, que Lavrov a débité sur la proximité sanguine entre Hitler et les Juifs. Il faut vraiment s'appeler Lavrov pour être aussi détestable. Mais ça n'est pas contraire à l'esprit de Netanyahou que de faire monter quelque peu les enchères, en disant, ben voyez, je m'entends bien avec Poutine, et puis de l'autre côté, ça recommence à être bon, pour que les Américains disent, gardez ce nouveau cap qui consisterait à être un peu moins près de Poutine, on ne vous interdit pas d'être avec Poutine, mais un peu moins, et un peu plus de l'autre côté. Statu quo qui serait pas trop dangereux. Nous, on ne viendra pas vous chercher des poux dans la tête sur vos affaires internes. Merci Gauthier Rybinski, merci également à vous Anne Niva, c'était On va plus loin. On se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct. Restez avec nous.